On va commencer cette émission avec cet incendie dans l'Aude qui est désormais fixé selon la préfecture. Mais évidemment, on le rappelle, les pompiers n'ont pas totalement fini le travail. Ils doivent encore sécuriser un certain nombre de zones, éviter aussi les reprises de feu. La région est encore sous le choc, vous l'imaginez, face à ce très lourd bilan. Les précisions d'Hélène Charpie. C'est un paysage de désolation. En un peu plus de 48 heures, le pire incendie depuis au moins 50 ans dans le sud de la France a parcouru plus de 17 000 hectares de pinèdes et de garrigues, laissant sur son passage des habitants ébahis et un paysage de fin du monde. 36 habitations ont été endommagées et brûlées, ainsi que 54 véhicules, et près de 850 hectares de vignobles sont partis en fumée. Ce jeudi soir, 1500 foyers étaient encore privés d'électricité. Les pompiers et militaires de la sécurité civile ne relâchent pas leurs efforts pour s'assurer qu'aucune reprise du feu ne survienne. 2000 soldats du feu et 500 engins sont encore mobilisés. Selon le préfet de l'Aude, cet incendie d'une ampleur exceptionnelle ne sera pas déclaré éteint avant plusieurs jours. Et on se rend sur place, on va retrouver Mathilde Ibanez et Timothée Forget. Bonjour Mathilde, vous êtes sur place depuis le début de cet incendie. On imagine malheureusement les paysages dévastés et le choc de tous les habitants que vous avez pu rencontrer. Exactement, il y a quelques secondes, on a rencontré Michel. Michel, c'est un ancien viticulteur qui est aujourd'hui à la retraite. Il est âgé de plus de 75 ans. Il nous a raconté qu'il était né dans une ferme un petit peu plus haut des Corbières. Et de voir ce paysage, c'est les larmes aux yeux en tout cas qu'il nous a raconté son désarroi, son choc. Il nous disait qu'il n'allait plus jamais revoir de sa vie un paysage aussi vert, puisque vous pouvez le voir sur les images de Timothée Forget. Tout ici, avant, tout était vert. Aujourd'hui, tout est noir, carbonisé. Les flammes ont tout dévasté sur leur passage, des flammes qui ont grimpé extrêmement haut, puisque vous pouvez voir cet arbre, le haut des feuilles a été totalement brûlé, des flammes qui sont arrivées extrêmement rapidement, puisque juste en face, c'est le village où plusieurs maisons ont été touchées par les incendies, où une femme est également décédée, qui a été touchée. Alors on a pu discuter avec beaucoup d'habitants de ce village qui nous disaient qu'ils ont eu extrêmement peur pour leur vie, puisque ces flammes sont arrivées très rapidement. Ils ont eu quelques minutes pour préparer un sac, pour rendre le nécessaire, quitter leur maison sans savoir comment ils allaient la retrouver après. Ici, les pompiers ont eu énormément de mal pour éteindre le feu. Ce que vous voyez sur les images, c'était à la base une petite ruée vers un courant d'eau. Mais vous pouvez voir ici, la sécheresse a été un vrai problème, un enjeu également pour ces pompiers. L'eau ici, il n'y en a plus. Et également, vous avez ces vignes de l'autre côté qui ont été totalement détruites. Alors beaucoup de vignes ici ont permis en tout cas de ralentir le feu, mais certains n'ont pas pu empêcher cela, parce que les flammes ont été extrêmement virulentes, extrêmement importantes. Vous le disiez, ici c'est près de 17 000 hectares qui sont partis en fumée, et ça en quelques jours seulement. Merci beaucoup Mathilde Ibanez, merci à Timothée Forget qui vous a accompagné. On refera le point bien évidemment tout au long de cette émission sur cet incendie désormais fixé donc dans l'Aude. On va parler malheureusement d'une nouvelle agression antisémite. C'est un couple qui a été agressé ce mercredi soir. Ça s'est passé à Lyon. On fait le point sur cette affaire avec Clara Bouvier-Desnaux et Hélène Charpie. Il était aux alentours de 22h30 ce mercredi soir quand un couple dont l'homme portait une kippa s'est fait agresser dans le 6e arrondissement de Lyon alors qu'il sortait d'un restaurant. Des insultes antisémites ont fusé à plusieurs reprises. Ils ont reçu des crachats et des menaces de mort. Le couple a ensuite décidé de porter plainte ce jeudi après-midi. De son côté, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a réagi à l'agression. Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression antisémite qui a visé un couple à la sortie d'un restaurant. Cet acte n'a pas sa place à Lyon. La haine antisémite est un poison pour notre République. Elle doit être combattue sans relâche.
Un soutien à la communauté juive, jugé hypocrite par l'avocate Muriel Waknin-Melki. Je tiens quand même à souligner que sur la mairie de Lyon, il y a une volonté du maire Grégory Doucet d'afficher un soutien total à la Palestine en souhaitant jumeler la ville de Lyon avec la ville de Jéricho. Et ce soutien inconditionnel qui a consisté aussi à un moment donné à vouloir afficher le drapeau palestinien sur le fronton de la mairie est un soutien qui est interprété par une partie des ressortissants français à Lyon, par les Lyonnais, comme un rejet de la communauté juive. En France, les actes antisémites sont en forte hausse depuis 2022. L'année dernière, 1570 faits avaient été recensés par le CRIF. Noémie Aliwa, malheureusement, on égrène toutes ces agressions. On va parler d'une application de rencontre dans quelques instants. Il y a eu aussi l'agence d'une compagnie aérienne qui a été taguée à Paris. Et on voit la haine qui, malheureusement, aujourd'hui, la haine antisémite qui est partout et qui est totalement décomplexée. C'est un homme qui porte une kippa et donc qui est insulté, qui est menacé. Et malheureusement, ces exemples, il y en a beaucoup à tel point que certains nous disent on n'ose plus forcément porter la kippa et on s'invisibilise pour éviter les agressions. On en est arrivé là. On en est arrivé là, vous avez raison. Il y a une explosion des actes antisémites. Les Juifs sont des cibles dans notre pays. Bon, il y a une augmentation de la violence globale déjà dans notre pays, mais c'est vrai que les Juifs, par ailleurs, sont particulièrement touchés et particulièrement discriminés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour leur identité religieuse. Même si cet antisémitisme-là d'aujourd'hui, il a quand même cette composante très particulière par rapport à l'antisémitisme, disons, historique en Occident, c'est qu'aujourd'hui, c'est un antisémitisme qui se nourrit du conflit israélo-palestinien. C'est un antisémitisme qui est importé par l'immigration, il faut le dire, parce qu'il est vraiment nourri par cet antisionisme-là. Moi, je suis effarée de voir à quel point on a basculé et à quel point ça s'est banalisé. Si vous remontez un petit peu plus loin, à quel point on a renoncé. Si vous remontez un petit peu plus loin dans l'histoire de France, c'est pas forcément très loin. Souvenez-vous de mai 1990, la profanation du cimetière de Carpentras. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le carré juif, avec le carré juif où il y a les stèles, où il y a les différentes stèles et le cimetière. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez une onde de choc et une indignation généralisée. C'est-à-dire que ça fait la une de tous les journaux. Le président de la République appelle le peuple à sortir dans la rue. Vous avez 200 000 personnes de toutes confessions, de toutes origines, qui sortent dans la rue et qui disent maintenant ça suffit dans notre pays, l'antisémitisme ne peut pas se développer. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, 35 ans plus tard? Eh bien, écoutez, l'antisémitisme, il y en a tellement, ça s'est tellement banalisé qu'aujourd'hui, eh bien, on ne voit même pas cette réaction, cette indignation. Ça s'est banalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, on s'habitue à l'idée que les Français de confession juive soient discriminés, qu'ils soient agressés, qu'ils soient insultés pour ce qu'ils sont. Mais quel est l'objectif de tout ça? C'est de faire en sorte qu'ils quittent notre pays. C'est de les pousser à partir de chez eux. Et donc, malheureusement, c'est pour ça. Certains ont déjà fait ou sont en train de faire. Ils sont en train de faire, mais c'est pour ça qu'il faut appeler les autorités à être le plus ferme possible, à avoir des discours qui ne sont pas simplement des discours si vous voulez, qui viennent rassurer les Juifs de France. Il faut prendre des décisions très fermes pour les protéger, pour leur rappeler et pour faire en sorte qu'ils puissent perdurer dans leur pays. Parce qu'il y a une histoire juive française qu'il ne faut pas oublier. Les Juifs sont dans ce pays depuis des siècles et ils n'ont pas à partir. Pour ceux qui veulent rester ici, il faut leur donner les moyens de rester dans ce pays et il faut les protéger coûte que coûte. Judith, justement, sur la réaction des autorités, premièrement, ce que disait Noémie est très vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit une classe politique qui s'habitue, malheureusement, et qui ne condamne plus. Et puis, je voudrais reprendre ce que disait Muriel Waknin-Melki. C'est-à-dire que, alors évidemment, Grégory Doucet, face à cette agression, il condamne. C'est bien joli de condamner, c'est peut-être même la moindre des choses. En revanche, il faut voir aussi le maire de Lyon qui n'a eu de cesse de défendre un État de Palestine et qui ne s'est pas franchement illustré jusque-là dans la défense de nos compatriotes juifs. Mais il a le droit, à titre individuel, de défendre un État de Palestine. En revanche, arborer un drapeau palestinien à l'hôtel de ville, mettre sur la grille de l'hôtel de ville une espèce de tract appelant précisément à la reconnaissance d'un État palestinien, mais aussi à un cessez-le-feu immédiat, c'est contrevenir à l'obligation de neutralité des services. Et c'est engager aussi tous les Lyonnais qui ne sont pas forcément d'accord avec lui. Tout simplement. Et quand il fait voter au conseil municipal une subvention de 50 000 € à l'UNRWA. Vous savez, l'UNRWA, c'est cette agence dédiée aux réfugiés palestiniens de l'ONU. Réfugiés palestiniens
qui sont les seuls d'ailleurs, je le précise, dans l'histoire du monde, à bénéficier d'un statut de réfugié héréditaire. Il y a des tas de gens partout à travers le monde qui ont été chassés de leur pays natal. Leurs arrière-petits-enfants ne sont pas des réfugiés qui réclament d'y revenir. Ils ne l'ont jamais connu. Pour les Palestiniens, c'est ce qui explique l'énorme croissance du nombre de Palestiniens. Pour un peuple génocidé, ils se portent quand même très très bien à travers le monde. Laissons cela de côté. Grégory Doucet n'a cessé d'alimenter le feu en se servant, dans une période plus récente, des déclarations d'Emmanuel Macron, qui a rejoint lui aussi le camp des ennemis objectifs d'Israël. On va sans doute parler de ce qu'il a dit en Conseil des ministres et qui a été rapporté par Corinne Laïc, de l'Opinion. Ce qui était démenti par l'Élysée, Oui, comme d'habitude. Oui, non mais je fais la version complète de l'histoire. C'est pas la première fois que l'Élysée déborde des déclarations qui montrent avec un peu trop d'évidence qu'Emmanuel Macron a choisi son camp. On va continuer évidemment sur ce débat, mais je voudrais vous montrer un autre exemple. Cette fois, ce sont les bureaux parisiens de la compagnie aérienne israélienne El Al qui ont été vandalisés dans la nuit de mercredi à jeudi. La façade a été recouverte de peinture rouge, d'inscriptions et de slogans en faveur de la Palestine. On regarde ce reportage. Les images sont signées Astrid Yalik et Loïs Tertrais et le récit de Clara Bouvier-Desnaux. Des tags anti-Israël inscrits à la peinture rouge. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'entrée des locaux parisiens de la compagnie aérienne israélienne El Al a été vandalisée. Les riverains qui découvrent la scène sont choqués. C'est pas de la violence physique, mais de la violence morale. Ça me choque, oui. Beaucoup. Surtout en rouge, ça fait une impression de sang. C'est triste de voir ça en 2025. C'est un acte lâche parce que on voit pas vraiment l'objectif en fait de faire ça sur un bâtiment parisien. Là, en l'occurrence, je passe par là par hasard et je comprends pas l'intérêt. Je pense que chacun peut avoir des idées, mais de là à s'en prendre à un immeuble, je vois pas ce que ça va changer malheureusement. Ce jeudi matin, l'ambassadeur d'Israël en France s'est rendu sur place. Il condamne fermement cette attaque. C'est une attaque, c'est un attentat, ni plus ni moins, contre une compagnie israélienne, contre le pays d'Israël. Israël condamne cette activité, cet acte de terrorisme de la façon la plus catégorique possible et soutient la compagnie d'El Al. Je suis sûr et certain que les autorités françaises feront tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver les responsables de cela et les mener en justice. Suite à ce grave incident, nos équipes ont contacté la compagnie El Al. Elle annonce cesser temporairement le maintien du personnel au sol à Paris. Bernard Cohen-Haddad, malheureusement, on voit cet antisémitisme aujourd'hui complètement décomplexé et qui est partout dans notre société. Ce sont parfois des façades comme là qui sont taguées avec des inscriptions. Ce sont parfois, on l'a vu, des agressions sur les personnes et aussi beaucoup d'appels au boycott d'entreprises, d'universitaires, de chanteurs. Et on voit finalement comme une course folle qu'on n'a pas su arrêter dès le début et aujourd'hui qui est totalement décomplexée. Quand on agresse quelqu'un dans la rue en raison du fait que l'homme porte une kippa, il y a une impunité totale. S'il y avait des sanctions extrêmement fortes, comme le disait Noémie, qui soient extrêmement dissuasives, peut-être qu'on n'en serait pas là. Oui, Élodie, quand on voit ces images d'immeubles saccagés ou de synagogues, comme on a pu le voir dans le reportage, on se demande si on est à Paris ou à Nuremberg dans les années 30. Je suis extrêmement dur là-dessus. C'est quotidien. Oui. Sans compter les particuliers qui doivent s'invisibiliser dans un certain nombre d'immeubles, de départements et de communes. C'est extrêmement grave. Maintenant, ça fait partie d'un projet politique de certains. Il faut aussi le reconnaître. Ça a été rappelé tout à l'heure par Judith Van Trop. On a le droit d'être pro-Gaza et pro-Palestine à titre personnel, mais pas quand on est un élu de la République. Et moi, je suis attaché... On entraîne avec nous toute une ville aussi grande que Lyon. Entre autres, surtout par exemple à Lyon, dans laquelle il y a toujours eu une forte communauté juive, extrêmement intégrée dans un certain nombre d'associations, d'entreprises, et y compris dans la vie publique. C'est un projet politique qui vise tout simplement à montrer qu'Israël est le génocidaire, pour reprendre cette expression extrêmement étonnante, et faire tout simplement du clientélisme politique pour gagner des électeurs qui ont des instincts extrêmement vils, et qui sont surtout... les ennemis de la laïcité dans la République. Moi, je suis extrêmement attaché à la laïcité de nos valeurs, de nos institutions
et aussi tout simplement de la vie publique. Donc il y a un vrai danger aujourd'hui, et je crois que ce n'est pas uniquement l'antisémitisme qui est en cause, c'est tout, et donc la stigmatisation de la population, c'est beaucoup plus loin. Le fait de remettre pour certains une part du religieux et donc du combat politique dans la vie publique. C'est extrêmement grave. Une nouvelle ségrégation, une communautarisation dans l'espace, la capacité aussi de ne plus accepter que les femmes aient le droit de ceci ou de faire du sport ou tout simplement de pouvoir se déplacer. C'est une vraie fracture dans la société, et je crois qu'on va beaucoup plus loin, je le dis, que la communauté juive, et c'est peut-être pour cela que toutes nos valeurs occidentales, nos valeurs libérales, nos valeurs démocratiques, nos valeurs chrétiennes sont en danger aujourd'hui. Amine Elbaï, en plus, je reprends ce que disait l'une des personnes qu'on a pu interroger, qui dit « mais je ne suis pas sûre que ça ait de la cause ». Non, parce que ces inscriptions ou tous ces actes, non seulement ça essentialise, c'est-à-dire qu'on considère que toute personne qui serait de confession juive soutient forcément la politique de Benyamin Netanyahou en disant qu'il est en train de commettre un génocide, ce qui n'est pas vrai. Et accessoirement, est-ce que vraiment taguer sur une agence Palestine vaincra, ça va aider quelqu'un? Parce que ces personnes, elles sont dans la revendication un peu idiote. Si elles veulent aider ce qui se passe à Gaza, il y a des associations avec qui on peut faire des dons éventuellement. C'est peut-être plus utile que ce qu'ils sont en train de faire. Le problème, c'est qu'il y a une radicalisation dans l'expression de l'adhésion à la cause palestinienne. Le problème n'étant pas l'adhésion à la cause palestinienne. À titre personnel, je suis attaché à la cause palestinienne et à terme, effectivement, à la reconnaissance d'un État palestinien désislamisé, démilitarisé, qui reconnaît mutuellement la reconnaissance de ses voisins pour vivre avec deux peuples frères, un peuple juif et un peuple musulman. Et j'insiste sur la qualification des deux peuples, juifs et musulmans, parce qu'il y a une part de religiosité dans le conflit israélo-palestinien qui a longtemps été déniée. Et à force de l'avoir déniée, on a laissé les nuisibles, les bruyants, les islamistes s'approprier de l'expression et des conditions dans lesquelles la cause palestinienne devait être défendue, y compris en Occident et y compris en France. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a eu un travestissement politique. La France insoumise a accepté d'ailleurs de s'allier avec les islamistes dans l'expression de cette cause palestinienne qui, autrefois, était une cause laïque. C'était même une cause chrétienne. Une cause déradicalisée et surtout pacifique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est migratoire. Notre pays continue encore aujourd'hui, sans réguler, sans conditionner, d'accueillir des populations étrangères, où dans leur pays d'origine, on leur dit que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Et donc, par conséquent, vous vous retrouvez sur le territoire français avec un entrechoc culturel entre des gens, et notamment des étrangers, qui sont partagés et animés par deux sentiments. Le sentiment partagé dans leur pays d'origine, où on considère que le Hamas n'est pas une organisation politique, et par conséquent, on peut discuter avec sa branche politique. Et en France et dans l'Union européenne, où on considère l'exact inverse. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a aussi cette montée des actes antisémites qui est notamment corroborée, qui est même entretenue par les discours de haine porté par la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Et un autre exemple d'antisémitisme parfaitement assumé, c'est sur une application de rencontre. C'est l'application Grindr, qui est l'une des applications les plus utilisées dans la communauté LGBT. Et bien désormais, cette application autorise ses utilisateurs à écrire « pas de sionistes » sur leur profil. La plateforme l'assume, elle évoque un choix politique. Vous l'imaginez, c'est une décision qui fait débat. On regarde les précisions de Laura Lestrade. C'est un changement de règle qui suscite la polémique. L'application de rencontre Grindr autorise désormais ses utilisateurs à indiquer « pas de sionistes » dans leur recherche de profil. Ce type de mention avait jusqu'ici été supprimé, les conditions d'utilisation interdisant tout contenu jugé diffamatoire, raciste ou ethniquement discriminatoire. Une incohérence vivement critiquée, notamment par Nathalie Cohen-Bezerman, vice-présidente du CRIF. C'est complètement contradictoire. Elle stigmatise les sionistes. Alors déjà, quand on dit sioniste,
Tout le monde est sioniste dans la mesure où on est pour la reconnaissance et de l'État palestinien aux côtés de l'État israélien. Dès lors qu'on est pour l'existence de l'État d'Israël, on est sioniste. Mais est-ce qu'ils vont interdire aussi et stigmatiser les pro-Hamas, les pro-djihad, les islamistes qui ont une tolérance zéro vis-à-vis de l'homosexualité? Ce revirement intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient et dans un climat marqué par une montée des actes antisémites. L'application affirme quant à elle qu'il ne s'agit pas d'un message haineux, mais de l'expression d'une opinion politique. Contactée, l'entreprise n'a pas encore répondu à nos sollicitations. Noémie, on parlait de renoncement. On est donc en 2025 et sur une application de rencontre, on peut se permettre de dire « je ne veux pas de juifs » parce que pas de sionistes, on a compris ce que ça voulait dire, donc on va dire les mots. Et avec une plateforme qui dit « attention, ça n'est pas haineux, rassurez-vous », mais c'est un choix politique. Donc c'est parfaitement assumé. Il ne s'agit pas d'un utilisateur qui aurait rajouté cette mention. C'est aujourd'hui une mention qu'on peut clairement écrire et apposer sur son profil. Oui, alors je ne sais pas si c'est de la complicité ou de la naïveté. Bien sûr qu'aujourd'hui, le mot de sioniste, il est utilisé, il a remplacé le mot juif simplement pour une question de légalité. D'ailleurs, lorsque les juifs se font agresser, ils ne se font pas insulter de sales juifs, ils se font insulter et traiter de sales sionistes. Le mot sioniste aujourd'hui ne représente pas son origine, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de savoir si oui ou non on est pour le fait qu'il y ait un État d'Israël dans son berceau historique. La question, c'est de savoir si vous êtes juif ou non. C'est d'ailleurs, peu importe vos opinions politiques. Judith l'a très bien expliqué, que vous souteniez ou non, que vous soyez contre ou non le gouvernement de Benyamin Netanyahou, ses décisions politiques, ça n'entre pas en ligne de compte. Maintenant, ce que je trouve terrible, c'est que cette application, elle est faite pour les homosexuels. Et les homosexuels, ils ont toujours eux-mêmes souffert de discrimination. Ils ont toujours eux-mêmes été pointés du doigt pour ce qu'ils sont. Ils ont beaucoup souffert et certains souffrent encore beaucoup aujourd'hui. Ils ont du mal parfois, leur famille ne les reconnaît pas en tant que ceux qu'ils sont. D'aller dans la bande et donc, de Gaza, lorsqu'on a soi-même... Non, mais lorsqu'on a... Ça, c'est encore une autre question, mais vous avez tout à fait raison d'en parler. Mais juste pour terminer sur ce point, lorsqu'on a soi-même été pointé du doigt, lorsqu'on a soi-même été discriminé, c'est terrible de reproduire ça ensuite avec d'autres personnes, en l'occurrence avec des juifs. C'est terrible. Et vous avez raison de rappeler le sort des LGBT dans la bande de Gaza, parce que vous savez que c'est la charia qui règne dans la bande de Gaza. Et lorsque vous êtes homosexuel, vous risquez des choses très graves à Gaza. Très rapidement, Judith. Oui, très rapidement, deux choses. J'aimerais qu'on demande aux dirigeants de ce réseau la définition de sioniste. Ça m'intéresserait. Oui. Parce que effectivement, antisioniste veut dire pour la destruction d'Israël. Israël existe depuis 1948, donc antisioniste, ça veut dire détruire Israël. Donc je serais curieuse de savoir si c'est ça qu'ils demandent. Et puis d'autre part, effectivement, ça fait penser aux crétins qui manifestent dans les manifestations pro-palestiniennes en disant Queer for Palestine. Exactement, que c'est l'endroit où ils rêveraient de vivre. Ils ne doivent pas savoir le sort que le Hamas réserve aux homosexuels. Comment ils seraient traités? Vous avez raison de le souligner.